Un gérant, trois questions en compagnie de Karl Auffret, gérant chez DNCA. Bonjour Karl. Bonjour Lucie. On va parler avec vous du fonds que vous gérez, donc, qui s'appelle DNCA Invest Europe Growth. Présentez-nous ce fonds. Alors, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui investit sur des valeurs de croissance pan-européenne. C'est un fonds PEable qui est basé exclusivement sur l'analyse financière fondamentale. Alors, à l'image des fonds de DNCA, donc c'est un fonds de conviction, c'est un fonds très concentré puisque le top 10 représente à peu près la moitié de l'actif. Et c'est un fonds qui est toute capitalisation boursière confondue. D'une certaine façon, peu importe que la société soit petite, moyenne ou grande, ce qu'il compte, c'est que ce soit une société avec des bons fondamentaux. Alors, donc c'est une thématique qui a plutôt bien fonctionné, puisque depuis sa création, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, le fonds a progressé de 40%, soit 11 points de mieux que son indice de référence, qui est le Stoxx 600 dividendes investis. Alors, le processus, il est assez simple et en même temps compliqué. Nous avons 8 critères de sélection qui permettent de filtrer cet univers européen qui est considérable, puisque c'est toutes les large cap et toutes les mid cap européennes. Donc on a 8 critères bon père de famille qui nous permettent de faire le filtre. Alors le premier critère, c'est assez logique, c'est un fonds croissance, donc c'est un critère de croissance. Donc on passe beaucoup de temps à analyser la croissance organique future du chiffre d'affaires de la société. Alors la croissance organique, c'est la vraie croissance de la société. C'est retraité des effets de devise et des effets périmètres. Donc c'est la croissance qui est tirée par les volumes, qui est tirée par les prix, qui est tirée par le mix produit, ou encore mieux, la somme des trois. Et ça c'est dur. Parce qu'il faut être innovant, il faut gagner des parts de marché, il faut sortir de nouveaux produits, il faut ouvrir de nouvelles géographies. Donc ça c'est extrêmement difficile, surtout dans le contexte macroéconomique actuel qui n'est évidemment pas favorable. Donc nous recherchons des sociétés capables de croître de plus de 5% d'organique tous les ans. Alors c'est un critère qui est quand même particulièrement exigeant puisqu'il élimine de facto 90-95% de la cote. Vous avez en moyenne 40 à 45 valeurs dans Oui, à peu près une quarantaine de valeurs, pas plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup plus de valeurs qui sont capables de respecter ces critères de sélection. Et uniquement en Europe Exclusivement en Europe, mais au sens large, puisque ça inclut la Grande-Bretagne, la Suisse et la Scandinavie. Néanmoins, la croissance c'est bien, mais il faut qu'elle soit à peu près sûre qu'elle soit là aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain. Et pour cela, il faut des barrières à l'entrée. Un barrière d'entrée, c'est quoi? C'est des paramètres qui vont empêcher des concurrents de rentrer sur le marché. Donc ça peut être une marque comme Hermès, ça peut être une technologie comme Amadeus, ça peut être des actifs, ça peut être une savoir-faire, ça peut être une régulation, ça peut être plein de choses, mais il faut une barrière à l'entrée. Sinon, rien ni personne peut me garantir que la croissance sera encore au rendez-vous aujourd'hui et demain. Évidemment, il faut que la rentabilité s'améliore, il faut créer de la valeur, il faut que le bilan soit solide, il faut que l'équipe dirigeante soit de qualité, mais enfin et surtout, il faut que la valorisation soit raisonnable. Tout le monde connaît les belles sociétés de la cote, L'Oréal, Air Liquide, Pernod Ricard, Inditex, tout le monde les connaît ces belles sociétés. Et c'est pour ça que ces sociétés sont extrêmement bien valorisées. Donc elles ne nous intéressent pas. En revanche, l'objectif, c'est investir dans une société avec des fondamentaux aussi bons, voire meilleurs, mais avec des multiples beaucoup plus raisonnables. Alors parlez-nous, vous allez parler donc de ces filtres. Maintenant, une fois que vous avez repéré ces sociétés avec de la croissance, donc sur plusieurs années, donc avec notamment ce critère de pérennité de la croissance et de valeur ajoutée, comment est-ce que vous allez donc sélectionner? Quelle est votre stratégie de gestion pour sélectionner chaque valeur et notamment le timing aussi? Alors le timing en fait nous intéresse assez peu. Parce que normalement, quand on achète une société, c'est pour accompagner son développement et ses dirigeants sur plusieurs années. Donc de toute façon, il est impossible d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. On essaye, mais c'est généralement pas compliqué, pas possible. Donc le timing nous importe assez peu. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons convaincus par le potentiel de croissance à moyen et long terme de cette société. Et surtout, il faut que la valorisation soit raisonnable. Alors, en termes de construction de portefeuille, donc déjà, il faut évidemment que tous ces critères soient sélectionnés, mais aussi, il faut que la confiance s'installe entre nous et les dirigeants de cette société. Et la confiance, ça prend des années à construire, donc nous y allons progressivement. Et en fonction de notre degré de confiance dans le management et dans la capacité future de la croissance, nous ajustons en conséquence le poids au sein du portefeuille. Et tout cela se passe relativement bien. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a un biais sectoriel extrêmement marqué.
de facto, je ne peux pas trouver de la croissance dans un secteur où il n'y en a pas. Donc les télécoms, les matières premières, les médias, les financières, c'est très compliqué. En revanche, il y a des secteurs où on trouve beaucoup d'histoires de croissance à prix raisonnable, donc notamment la santé, le service aux entreprises, l'aéronautique civile, ou bien encore les équipementiers automobiles. Et c'est un peu peut-être une spécificité du fonds. Nous sommes relativement optimistes sur les équipementiers automobiles. On voit là sur le graphique justement que vous êtes extrêmement surpondéré sur le secteur de la santé. Oui, alors pour des raisons assez évidentes, c'est un secteur défensif, comme nous le disions, avec des perspectives de croissance très intéressantes dans les pays développés grâce à l'innovation, avec des nouvelles molécules, mais aussi dans les pays émergents, où donc ces gens n'avaient jusqu'à présent pas les moyens d'avoir accès à ces traitements, et aujourd'hui c'est différent. Donc la santé est extrêmement intéressante, aussi bien au niveau des grands laboratoires, qui sont enfin innovants, il était temps, également au niveau des technologies médicales, au niveau des services, avec les maisons de retraite et les hôpitaux, notamment en Allemagne. Et puis un petit segment dont on ne parle pas beaucoup, mais est extrêmement lucratif, c'est le secteur vétérinaire. On n'imagine pas les fortunes que les gens sont en train de dépenser. Vous avez dû suivre notamment l'acquisition de la société, je ne sais plus de son nom, qui est Virbac, qui a racheté donc l'activité donc vétérinaire de Novartis. Oui, alors en fait non. Virbac, c'est une société que nous connaissons très bien, qu'on est en tant qu'actionnaire, très belle société, extrêmement bien gérée. Le problème, elle est désormais extrêmement chère. Donc à ce niveau de valorisation, on voit un potentiel plutôt limité sur Virbac. Aujourd'hui, quelles sont vos principales convictions? Alors nos principales convictions, donc on va retrouver Téléperformance, on va retrouver Corian, mais on va aussi retrouver Autoliv. C'est une société qui est peut-être un peu moins connue, société américano-suédoise, qui est le leader mondial dans les équipements de sécurité pour l'automobile. Donc il y a deux parties, vous avez la sécurité active et vous avez la sécurité passive. La sécurité passive, ce qu'on appelle, c'est grosso modo les airbags ou les ceintures de sécurité. Alors évidemment, c'est un secteur plutôt mature, dont la croissance du marché prend en ligne avec celle du secteur automobile mondial, c'est-à-dire 3%. Mais il s'est passé un phénomène regrettable, c'est tous les problèmes de qualité de Takeda, qui est un gros concurrent japonais, qui a des gros problèmes de sécurité avec ses airbags aux États-Unis et qui est à l'origine d'un rappel de dizaines de millions de véhicules aux États-Unis. Donc il est probable, voire certain, que la réputation de Takeda dans le secteur est très abîmée. Avant, vous aviez 3 concurrents, maintenant vous en avez probablement plus que 2. Donc Autoliv et TRW va bénéficier de ça. Donc nous pensons que leurs volumes vont s'améliorer, les prix vont s'améliorer et les marges vont s'améliorer. Et puis enfin, vous avez la sécurité active. Alors là, c'est tout ce qui est caméra, ultrasons, qui est en plein boom aujourd'hui, notamment dans les véhicules premium. Et Autoliv est extrêmement placé dans cette croissance de ce secteur. Merci beaucoup Carlo Frey, donc gérant chez DNCA, gérant du fonds DNCA Invest Europe Growth, donc pour ces éléments, avec donc un focus sur la santé et également donc notamment quelques valeurs comme Téléperformance, Autoliv et Corian Medica dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à la suite de Direct Gestion avec un point plus d'analyse technique. À tout de suite.